Bonjour Fix. Bonjour Jean-Marie. Là, on va parler des tendances de 2017 Ouais. et ce qui s'est passé aussi pendant 2016. On va commencer par les courses, par exemple. Oui, alors par la course, moi je vois toujours une augmentation des nombres de courses. Je ne sais pas si ça continue à être exponentiel comme ça l'était, mais en tout cas il devrait encore y avoir une forte progression du nombre de courses. Avance-toi, combien de courses? On va dire une vingtaine. Ouais, moi je dis entre 25 et 30. Allez, pourquoi pas. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que non seulement il y a plus de courses, mais il y a aussi plus de régions couvertes. Et ça, c'est super, parce que ça va permettre aux gens à la fois de découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux terrains, mais d'un autre côté aussi peut-être de voyager moins et d'être à même surtout pour découvrir une course plus locale. Oui. En France, je parle. Il y a aussi une sacrée diversité. Oui, tout à fait, la diversité augmente et ça c'est bien. Alors diversité au niveau des profils, quand on compare par exemple quelque chose de très plat ou quelque chose avec beaucoup de dénivelé, le genre de terrain plus urbain, plus trail. Je pense qu'on va aussi voir un petit peu une différence au niveau des pourcentages de natation, entre natation et course à pied. Moi le standard c'est... Alors, le standard de Caen, le standard établi par le Lotilo, la course en Suède, c'est 16-17%. Mais les organisateurs des courses qualificatives ont tendance à augmenter ce pourcentage, plutôt avoir une tendance vers le 19-20%. Donc je pense qu'on va avoir aussi une grande diversité avec des courses plus typées nageurs et d'autres courses plus typées trailers. Donc ça va permettre de faire des choix. Je rappelle que le pourcentage, c'est le ratio de la natation dans la globalité de la distance. Donc un ratio de 20%, ça va dire sur 50 km, il y a 10 km de natation. C'est ça. Ça marche encore. Donc ça, je pense que ça se développe entre eux. Mais bon, tout n'est pas parfait. Il y a aussi des difficultés à surmonter. L'une d'elles, c'est que le prix des courses est quand même assez élevé par rapport à d'autres activités. Donc ça, c'est à juste titre parfois. Absolument, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas justifié, mais ça peut être un frein au développement des courses. Alors, il y a probablement un marché pour des courses plus simples, moins chères, qui permettent de faire une entrée de gamme pour ceux qui veulent découvrir. Mais on sait très bien, en discutant avec les organisateurs, qu'ils sont confrontés avec des difficultés de demande d'autorisation. Plusieurs courses ont été annulées à cause de ça, c'était en 2016. Ouais. Les assurances ne sont pas faciles à obtenir. Donc il y a des challenges à relever pour les organisateurs en particulier. Ouais. Au niveau organisation, qu'est-ce que tu penses? Où va-t-on? Autant cette année, nous on s'est vraiment concentré sur le marché français. Autant on sent que parmi nos homologues, il y a une volonté de se coordonner. Et notamment grâce à toi, parce que tu habites en Angleterre et que de par les swimruns que tu as fait, tu rencontres d'autres personnes dans d'autres pays. Et c'est là que se crée le lien. Parce que finalement, bizarrement, c'est pas au téléphone ou par Skype que vraiment le lien se crée. C'est quand on est dans l'eau, dans la difficulté, dans l'eau froide, etc. que bizarrement, on se dit ah oui, ça vaut la peine que je m'intéresse à ce gars-là. Oui, donc c'est vrai que les courses sont des bons points de rencontre. Mais c'est vrai que aussi que le sport se structure doucement mais sûrement. On sent poindre dans plusieurs pays des tendances à l'organisation plus générale, et aussi les organisateurs qui discutent de manière internationale les uns avec les autres, et aussi les coureurs qui maintenant voyagent beaucoup plus, ils sont plus centrés en Suède, ils voyagent beaucoup plus. Mais bon, il y a aussi quand même comme toujours des défis à relever. Qu'est-ce que tu vois comme défi à relever vraiment, ce qui freine aussi, c'est que la plupart des débutants nous demandent où est-ce qu'ils sont les clubs. Mais où est-ce qu'il y a des clubs? Alors on nous répond, il y a des groupes sur Facebook. Voilà. Ils vivent l'internet. C'est incroyable ça. Il y a 10 ans, c'est pas possible quoi. Donc les groupes sont révélés un peu partout. Ouais.
Moi, je parierais bien qu'on voit en 2017 l'émergence ou bien de vrais clubs ou de sections dans des clubs de discipline proches. Et ça, je ferais bien parier qu'on en voit quelques-uns apparaître. L'autre difficulté que rencontrent beaucoup de gens, c'est la recherche de binômes. Donc ça c'est lié à la fois au nombre relativement limité de pratiquants, c'est lié à la difficulté de trouver quelqu'un qui fonctionne à la fois à un niveau similaire en natation, en course à pied, mais au point de vue psychologique, mais aussi avec des objectifs similaires, tant au point de vue de longueur de course, de région, de calendrier. Donc ça c'est quelque chose qu'on aide un peu à... Et puis comment rechercher un binôme? Parce que tu as beau mettre tes temps en 10 km et ton temps en 1500 mètres, ça ne veut pas dire que sur un swimrun tu veux autant. C'est vraiment différent. Résistance au froid, hypoglycémie ou ce genre de choses, c'est difficile. Hein. Tout à fait. On voit des gens qui annoncent un certain temps en course à pied sur du plat par exemple et qui ont du mal à le reproduire sur des terrains plus techniques. De la même manière, on voit des gens qui nagent bien en piscine et qui, confrontés à des vagues, un environnement un peu plus perturbé, n'arrivent pas à faire les mêmes performances qu'ils font en natation. Donc ça, c'est un des challenges. Et puis, l'une des grandes évolutions qu'il risque d'avoir en 2017, ça va être au niveau fédéral. Est-ce que, en France évidemment, en France, est-ce que la Fédération française de triathlon va avoir la délégation? Et ça peut changer assez fortement le paysage du swimrun en France. Mais rassure-moi, même si la FFTRI a la délégation, un club, on va dire un organisateur peut très bien organiser en dehors de la FFTRI. Absolument, voilà, d'accord. Ça, de toute façon, il faut bien être clair, c'est vrai dans tous les sports qui existent. Si demain, on veut tous les deux organiser un match de foot, en dehors de la Fédération française de football, on peut très bien. Ça c'est absolument pas une tutelle absolue. Absolument pas. Mais bon, ça peut orienter ça peut influencer encore le sport. Ouais. Si on revient un peu plus au terre à terre, ou terre à mer, je sais, en swimrun, comment tu vois l'équipement évoluer en 2017? Ça va quand même plus vers une certaine standardisation. J'ai du mal à dire ce mot. Standardisation. Autant il y a 2-3 ans, les gens ils hésitaient un petit peu sur quel équipement choisir, autant maintenant ils vont tout de suite aux bonnes sources, un peu grâce à tout le monde, à l'information, etc. Et il y a de moins en moins de choses folkloriques. J'en ai vu quelques-unes à la Gravity, par exemple, quelqu'un qui attachait son pull boy pour courir autour de la tête. Ah, quand on tombe, ça peut servir de casque. Comme airbag, je sais pas. C'était rigolo ça. Mais la plupart des gens, ils ont quand même bien intégré toutes les, on va dire les YouTube tutoriels, ce genre de choses. Les bonnes solutions sont copiées. Voilà, les bonnes solutions sont copiées. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas de surprise. On n'a pas de grosse révolution. Il y a peut-être les palmes, des palmes qu'on greffe sur les chaussures, qui ont été vues à l'Outillo, là. Par exemple, oui, je les ai vus en Allemagne aussi. J'ai vu un binôme nous passer à une vitesse assez impressionnante et après on a réalisé qu'ils avaient des palmes. Ouais. Donc les tendances du marché au niveau de l'équipement, tu vois quoi arriver? Alors, les produits sont bien arrêtés, mais comme on dit dans le marketing, l'offre déclinée n'est pas encore là. C'est-à-dire que les combinaisons, mis à part les grosses marques, sont d'entrée très chères. On commence à avoir une offre moins premium et plus standard qui se décline, mais pour l'instant c'est quand même cher. D'accord, là tu parles plutôt des combinaisons. Ouais, je parle des combinaisons. D'accord. Et au niveau de l'autre gros équipement en swimrun, les chaussures? Les chaussures. Alors, est-ce qu'on aura une chaussure 100% swimrun qui va venir en 2017? C'est possible. C'est possible. C'est possible. On a déjà des chaussures qui viennent du Nord, comme Innovate, Salomon, etc., qui sont déjà bien placées et qui sont très bien pour le swimrun, mais qui ne sont pas dédiées swimrun.
Et est-ce qu'on a besoin d'une chaussure spécifique? Voilà, moi, je me pose toujours cette question parce que quand les gens me demandent quelle est la meilleure chaussure pour le swimrun, c'est pas nécessairement partant de la chaussure qu'il faut partir, mais de deux choses, de la personne qui l'utilise, donc sa foulée, etc., et le terrain dans lequel ils évoluent. Est-ce qu'on peut trouver une chaussure parfaite pour un swimrun avec énormément de trail technique, avec du dénivelé, et en même temps un trail dans du sable ou un trail urbain? Je ne sais pas si un swimrun urbain, je ne sais pas si on peut trouver ça. Donc tu parlais donc du prix, donc ça c'est quand même encore un petit peu un frein au développement du sport. Oui, la plupart des... Sauf si les gens viennent du triathlon où déjà les prix sont quand même assez conséquents, mais il y a des trailers qui s'intéressent au swimrun parce que le swimrun ressemble plus au trail dans l'esprit qu'au triathlon. Et ils sont assez effarés du prix qu'il faut mettre. Mais on peut les rassurer quand même. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas obligé d'avoir une combinaison spécifique de triathlon, de swimrun. Les combis suivant les températures, de triathlon, de surf, etc., des shorties d'entrée de gamme fonctionnent parfaitement bien comme pour débuter. En fait, il y a aussi un gros frein, c'est que on n'a pas beaucoup de boutiques physiques qui distribuent des combinaisons. Donc pour les essayer, on va se dire on va mettre 400 € à commander une combi sur internet et puis ça va pas, comment on fait? Voilà. Donc voilà, c'est la distribution est un peu défaillante par rapport à la volonté des gens pour essayer, quoi. Moi, ce que j'ai remarqué sur les différentes combinaisons que j'ai pu essayer, ou bien avec toi, ou bien à l'étranger avec d'autres, c'est que les tailles varient plus que dans les combinaisons, par exemple, de triathlon, qui sont assez uniformisées, alors que les combis de swimrun, pour la même taille, ont des différences beaucoup plus marquées. Donc je ne sais pas si c'est juste parce que le marché n'est pas encore mûr, et que les fabricants se cherchent un petit peu pour trouver la bonne formule, mais c'est quelque chose qui peut-être va un peu évoluer. Ou peut-être que nager et courir dans une combinaison entraîne plus de contraintes pour la fabrication. Tout à fait, oui, c'est possible. Ou pour la conception. Ouais, donc beaucoup de défis, et j'espère qu'on pourra répondre sur quelques points quand même l'an prochain. Oui, tout à fait. Ouais, c'est dans les tuyaux? Oui, alors c'est dans les tuyaux, il y a un certain nombre de choses en pipeline sur à la fois des essais de nouveaux modèles, des essais comparatifs, de nouvelles astuces qui ont été faites et des nouveaux produits qui vont arriver dans plusieurs domaines. On ne va pas en dire plus, mais il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Petit cachotier. Un petit peu. Bon, on vous donne rendez-vous pour 2017. Merci, à bientôt. Ciao.